Si jamais vous ne l'aviez pas vu passer, un des nouveaux mangas du Shonen Jump Plus, la version numérique du fameux magazine, a suscité de vives réactions sur internet. Drama Queen. En effet, dès son premier chapitre, ce manga a été accusé d'être raciste, ou tout du moins de promouvoir une idéologie anti-immigration. Ayant entendu ça, j'ai difficilement pu passer à côté. Et c'est vrai qu'après lecture... Voilà, vache, il y a tellement de trucs à dire. Drama Queen se déroule dans un Japon contemporain, dans lequel des extraterrestres sont entrés en contact avec la Terre en la sauvant d'une météorite qui allait la détruire. Ils ont partagé leur technologie avec les humains, et une partie d'entre eux vivent désormais parmi nous de manière pacifique. Cependant, cette situation n'a pas l'air de plaire à notre protagoniste Nomamoto, qui voue une profonde haine envers les aliens, convaincu qu'ils sont responsables de tous ces malheurs, allant jusqu'à souhaiter leur extermination totale. Au travail, elle fait la rencontre de Kitami, qui partage le même ressenti envers les aliens, et tous deux vont se lier d'amitié, jusqu'au jour où Kitami finit par tabasser à mort un alien avec qui il a eu une altercation, et Nomamoto le dévore pour faire disparaître le corps. Méthode qu'il décide d'utiliser pour se débarrasser des aliens une bonne fois pour toutes. Je ne suis pas entré dans les détails, mais on va y venir. Au premier abord, c'est juste un manga un peu bizarre, avec un style de dessin dans la même veine que les shonen récents comme Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen, ainsi qu'un design très cartoon pour les aliens qui rappelle Bonne Nuit Poun Poun. Mais dès qu'on se penche un peu dessus, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui nous font plus que se poser des questions. Mais alors, pourquoi est-ce que la xénophobie supposée de ce manga saute aux yeux de tant de personnes? Tout d'abord, on a des éléments de surface. Des aliens, des étrangers, viennent se mêler à la population. Ils sont moches, ils puent, ils sont mal polis, mais ils bénéficient malgré tout de droits exclusifs en remerciement de l'aide qu'ils ont apportée aux humains. De son côté, Nomamoto vit ça comme une injustice. C'est une ouvrière, pauvre, sans diplôme, et qui doit supporter son patron abusif qui se trouve être un alien. Elle finit même par se faire virer pour ne pas avoir porté assistance à son patron lorsque celui-ci s'est lui-même immolé par le feu accidentellement à cause de sa propre stupidité. Si ce n'était que ça, on pourrait garder un doute raisonnable quant à ces accusations de racisme. Cependant, c'est dans les détails qu'on va trouver des choses intéressantes. Mais avant d'entrer dedans, il faut que j'explique un concept important. Le dog whistle. Dog whistle, ça veut dire en anglais siffler à chien. Vous savez, les sifflets qui émettent un ultrason qu'ils peuvent entendre, mais pas les humains. En rhétorique, ce terme désigne les mots ou expressions utilisés en politique pour remplacer d'autres mots considérés comme plus problématiques. En français, on pourrait parler d'appel du pied ou de sous-discours. Ainsi, ça permet de faire passer des idées cachées dans un discours sans risquer de les révéler, à part pour ceux qui comprennent ce que le terme signifie, d'où le parallèle avec le sifflet à chien. Si ce concept n'est pas spécifiquement orienté politiquement, on constate qu'il est quand même beaucoup utilisé par la droite et l'extrême droite, dont les idées qui passaient crème dans le discours public il y a quelques générations ont plus de mal à être explicitement dites aujourd'hui. Typiquement, les idées réactionnaires liées au racisme, à la xénophobie, l'homophobie, etc. Par exemple, les cathos homophobes de la manif pour tous ne disent pas « on n'aime pas les gays », ils disent « il faut protéger les enfants ». C'est aussi Papacito et ses potes qui parlent de sangliers pour désigner les immigrés lorsqu'il invite les gens qui partagent ses idées à s'armer de fusils de chasse. Ou encore les antisémites sur les réseaux sociaux qui disent dragon céleste pour parler des juifs. Il y a sans doute des dog whistles qui existent à gauche aussi, mais c'est moins courant quand on n'a pas besoin de cacher nos véritables intentions. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est le nombre 1312. Si jamais vous le voyez, sachez que c'est une référence au slogan ACAB, All Cops Are Bastards, en remplaçant les lettres par des chiffres. Bon, maintenant que cette notion est assimilée, on va pouvoir plonger plus en profondeur dans Drama Queen avec ses aliens. Ce qui a choqué certains lecteurs, c'est à quel point une grille de lecture xénophobe s'inscrit particulièrement bien dans ce chapitre. La première scène qu'on voit, c'est un alien qui sort avec une japonaise. Il passe devant des appartements de luxe réservés aux extraterrestres, ainsi qu'un panneau indiquant un parking payant pour les humains, mais gratuit pour les aliens. Ensuite, ce dernier bouscule apparemment l'héroïne en la faisant saigner du nez, mais sans s'excuser, c'est la femme japonaise qui le fera à sa place devant l'agacement de Nomamoto. J'ai déjà parlé des aliens montrés comme étant mal polis, mais là on a aussi la peur des étrangers qui viendraient voler nos femmes, qui est un point assez récurrent dans les discours d'extrême droite, autour de la théorie du complot du grand remplacement, comme chez Zemmour par exemple. On a aussi la fameuse lubie des étrangers privilégiés qui ont tous les droits tandis que les nationaux n'ont rien, avec ici les exemples des appartements de luxe et du parking. Et même en dehors de la légalité, à plusieurs reprises, le manga nous fait comprendre que les aliens ne sont pas poursuivis en justice pour leurs crimes, tandis que les humains le sont. Petit détail, on voit dans les persos figurants un homme noir ainsi qu'un autre typé européen. Est-ce que ce sont des tokens qui serviraient d'excuse pour montrer que non, le manga n'est pas raciste? Ou alors serait-ce une conséquence sous-entendue comme étant négative avec l'arrivée des aliens?
Aucune idée. Après cette scène, on voit Nomamoto se plaindre des aliens avant d'ajouter qu'elle aurait probablement des problèmes si elle le disait publiquement, avec un regard qui semble se diriger vers le lecteur comme pour s'adresser à lui. Vous voyez pourquoi je parlais de dog whistle. Cette scène, ça fait très... Je peux pas le dire, mais vous voyez de quoi je parle, wink wink. Là aussi, se plaindre qu'on ne peut plus rien dire, c'est typiquement un truc de personnalité de droite qui n'arrête pas de le répéter en faisant tous les plateaux télé, mettant en avant la sacro-sainte liberté d'expression, alors que la seule liberté qu'ils défendent dans ces cas-là, c'est celle de pouvoir dire des trucs racistes ou homophobes. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que Nomamoto le dira, car elle recommencera un peu plus loin, après avoir regardé à droite et à gauche, comme si elle avait peur d'être entendue. La suite nous indique que les aliens sont de plus en plus nombreux au Japon, et on voit que la plupart des gens sont très contents de ce qu'ils ont apporté sur Terre. Plus tard, Nomamoto semble avoir été frappé par son patron qui est un alien, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et les autres employés rejettent la faute sur elle. À part Kitami qui reçoit un coup involontaire de la part du patron et lui fait face pour se plaindre de leurs conditions de travail et du fait qu'il travaille ici alors qu'il ne sait même pas parler japonais. Les deux protagonistes discutent ensuite du fait qu'ils ne pouvaient pas rendre les coups sans risquer leur emploi, à cause du fait que les dirigeants de l'entreprise sont apparemment tous des aliens, et que la société est de leur côté, reflétant ce qu'on a vu plus tôt avec les témoignages des passants contents de cette situation. Nomamoto se plaint à nouveau de son salaire de misère et ne comprend pas comment les gens peuvent travailler avec plaisir pour un patron qui est un alien. Tous ces passages-là sur le monde du travail sont assez perturbants, car d'un point de vue politique, on pourrait s'attendre à ce genre de réflexion dans une optique de lutte des classes. Sauf qu'à chaque fois que l'un des deux se plaint de son travail, ils font systématiquement un lien avec le fait que les patrons sont des aliens. Sauf que leur situation serait exactement la même avec des patrons humains. A priori, l'univers dans lequel ça se passe est similaire au nôtre, en dehors des aliens. Donc a priori, c'est pas eux qui ont apporté le capitalisme. Les patrons toxiques, ça existait avant l'arrivée des aliens. Il n'y a pas de lien entre leur origine et ce comportement, ni de garantie que ça serait mieux avec des patrons japonais. À ce niveau-là, c'est limite une caricature de l'ouvrier réac qui voit bien que ses conditions de travail sont déplorables, mais reste focalisé sur son racisme au lieu de remettre en question le monde du travail lui-même. D'ailleurs, les personnages n'envisagent pas spécialement de solution par rapport à leur situation. Ils se plaignent juste du fait qu'ils voudraient bien les frapper en retour, mais n'ont pas le droit. Nomamoto nous explique ensuite qu'elle sent que quelque chose ne va pas, mais que la société lui fait comprendre qu'elle n'est pas censée penser comme ça. Et ça aussi, c'est le genre de réflexion qu'on peut retrouver chez les racistes, pour qui ils sont les seuls à se rendre compte que la société va mal à cause des étrangers, tandis que les autres sont soit complices, soit des moutons. Ils se sentent incompris et oppressés dans leur interdiction morale de ne pas pouvoir afficher leurs idées publiquement. Notamment à cause du fait que le racisme a une mauvaise image depuis une certaine période qu'on a tendance à appeler les heures les plus sombres de notre histoire. Les deux protagonistes se retrouvent ensuite par hasard près de la mer, où Kitami raconte que le monde a changé en quelques années en regrettant le temps passé, notamment celui avant que sa famille entière ne soit tuée dans un accident de voiture causé par de jeunes aliens imprudents et probablement en état d'ivresse. Sauf que ça aussi, ça existait avant les aliens. C'est même littéralement une des principales causes de mort évitables chez les humains dans le monde réel. La différence, c'est que d'après Kitami, le responsable n'a pas pu être poursuivi en justice du fait qu'il est un alien, pour éviter un incident diplomatique interplanétaire. Le coup de la justice trop laxiste quand l'inculpé est un immigré à cause des juges antiracistes, c'est aussi un classique de ce genre de discours. Dans la continuité des droits exclusifs aux aliens, de leur impunité et du fait qu'ils aient davantage accès à des postes de pouvoir, il remarque que tout semble étrangement jouer en leur faveur, et se demande même si l'histoire de la météorite ne serait pas un complot dans le but d'envahir pacifiquement la Terre. Oui, on rentre carrément dans des raisonnements complotistes, et accrochez-vous, c'est pas fini. Kitami rebondit sur l'avis positif des passants qu'on a vu plus tôt pour dire que c'est bizarre que les gens soient aussi enthousiastes envers les aliens. Et que le monde peut partir en couille, il s'en fout. Il ne peut pas pardonner les aliens d'avoir ruiné sa maison, sa patrie, et voudrait les voir tous disparaître, sentiment partagé par Nomamoto. Le problème à ce niveau-là, c'est que c'est dingue à quel point cette vision du monde colle avec la théorie du complot du grand remplacement dont j'ai parlé avant. Les élites étrangères qui occupent des postes de pouvoir et complotent pour organiser une immigration entraînant un changement de peuple, en profitant d'une acceptation passive de la population à cause de l'antiracisme, c'est genre exactement la façon dont les adhérents à cette théorie du complot imaginent le monde. Surtout que si on regarde ce qui arrive effectivement dans le manga, le ressentiment des protagonistes semble totalement disproportionné ou au mieux dirigé dans la mauvaise direction. Et c'est quoi leur solution pour résoudre tout ça ? Exterminer tous les aliens. Bah oui, c'est sûr, il n'y a pas d'autre solution et ça va régler tous les problèmes. Ça aussi, c'est un truc que les xénophobes mettent en avant. Le fait de déporter les étrangers, les rémigrer, ça résoudrait tous les problèmes majeurs de la société. Il existe l'hypothèse que ça serait voulu par l'auteur et que le titre Drama Queen
désignerait peut-être justement les protagonistes qui s'inventent des oppressions, des complots pour justifier leur haine et perpétrer des actes horribles envers les aliens. En effet, ça collerait bien avec le fait qu'on ne voit jamais explicitement les violences dont se plaignent les personnages être commises. On suivrait alors les méchants de l'histoire, un peu comme dans Death Note. C'est pas impossible, sauf qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en contradiction avec cette théorie, comme les panneaux qui confirment que les aliens bénéficient de certains privilèges, les différentes scènes où les aliens sont montrés négativement, même si c'est un peu ambigu, ou la simple possibilité que Kitami soit dans le vrai. Surtout que s'il se trompe, le manga perd pas mal d'enjeux, et devra se diriger vers une histoire à la Welcome to the NHK, avec des meurtriers au lieu d'Ikikomori. Ou alors l'ambiguïté va être maintenue longtemps et l'intrigue va tourner autour de ce mystère. Lorsque Kitami arrive chez Nomamoto, après que cette dernière ait été virée, il explique qu'il s'est embrouillé avec un alien et l'a battu à mort. Là encore, on n'a que sa version des faits, et dans tous les cas, son meurtre semble disproportionné par rapport à la situation. Même d'après sa version, il n'était manifestement pas en état de légitime défense, l'alien refusait juste de s'excuser, et il l'a tué à main nue par pure haine. Or, c'est typiquement le genre de violence justifié par les théories du complot comme le grand remplacement, qui place les nationaux en état de légitime défense permanente face à un péril mortel qui menace leur peuple. Kitami explique qu'il veut cacher le corps, car pour lui, il est naturel qu'un meurtre soit condamné par la peine de mort. Là aussi, on pourrait tiquer sur cette réflexion, mais comme la peine de mort est encore pratiquée au Japon, je ne sais pas si c'est notable. Ce qu'on peut noter par contre, c'est que Kitami justifie son crime par le fait qu'il ne considère pas les aliens comme des personnes, et Nomamoto non plus. Encore une fois, une vision qu'on peut facilement coller aux racistes, pour qui le fait de déshumaniser les gens qu'ils détestent est un sport national. Déshumanisation portée à son paroxysme par le cannibalisme de Nomamoto, qui réduit les aliens au statut d'animal, tandis que Kitami se dit prêt à en tuer à nouveau. Au final, quelles interprétations on peut en tirer? Comme j'ai dit, il y a pas mal d'éléments qui s'intègrent particulièrement bien dans une grille de lecture xénophobe, anti-immigration et même complotiste. Les aliens qui sont différents et qui puent, qui ont tous les droits, qui viennent apparemment nous apporter du positif, mais en réalité veulent nous envahir, avec un complot dont la plupart des gens ne sont pas conscients, et les seules solutions qui se trouvent être la violence et l'extermination totale. Dans les théories du complot comme celle du grand remplacement, il y a aussi souvent un aspect antisémite, avec l'idée que les juifs contrôleraient le monde et utiliseraient l'immigration pour détruire la civilisation occidentale. Or, ça aussi, ça collerait avec l'idée des étrangers au poste de pouvoir qui menacent secrètement la population. D'ailleurs, certaines personnes sur les réseaux sociaux se sont déjà emparées du manga pour créer leur propre dog whistle. Il est bien ce manga, je le conseille vraiment à tous les gens comme moi qui détestent les aliens. Alien qui d'ailleurs veut aussi dire en anglais étranger. Il n'y a pas d'équivalent exact en japonais, mais on peut noter que le terme Uchujin, qui veut dire extraterrestre ou alien, utilise le même caractère jin, qui désigne une personne qu'on trouve dans les nationalités, comme Nihonjin pour japonais, mais aussi dans Gaijin, qui veut dire étranger. Le Japon est un pays dans lequel les idées conservatrices et réactionnaires sont encore assez répandues, comme presque partout dans le monde en ce moment en fait. Même avec une politique migratoire déjà très stricte mise en place, on trouve quand même des mouvements xénophobes qui trouvent que c'est pas assez et arrivent à stigmatiser les peu nombreuses communautés étrangères, notamment les Coréens, les Chinois, mais aussi les Kurdes récemment. J'ai évoqué plutôt l'hypothèse que l'auteur puisse au contraire dénoncer cette vision en faisant de ses protagonistes les méchants de l'histoire. C'est d'ailleurs une version que défendent certaines personnes sur les réseaux sociaux. Mais ça paraît peu probable, tellement l'inverse colle bien, en plus du fait que les personnages sont montrés comme se défendant face à des injustices. Bref, c'est pas impossible, mais perso j'y crois pas trop. Et même si l'auteur en faisait les méchants, ça n'invaliderait pas automatiquement les accusations de racisme. Parce que faire passer des idées via les méchants de l'histoire, c'est pas si rare dans la fiction. Et justement, ça pourrait être une façon détournée de montrer des atrocités de façon cathartique, en mode « Oh là là, c'est vraiment pas bien ce qu'ils font, ne faites surtout pas ça !» Surtout quand on sait qu'il y a pas mal de racistes qui s'équipent en armes à feu en fantasmant une guerre civile pour pouvoir assouvir leur pulsion de meurtre. Bon, là je pars loin dans l'interprétation. C'est sans doute pas ça, mais j'essaye juste d'imaginer toutes les possibilités. J'ai également évoqué l'hypothèse d'une grille de lecture de lutte des classes, avec les pauvres ouvriers exploités par les patrons. Sauf que les personnages font systématiquement le lien avec le fait qu'il s'agisse d'aliens, dans une opposition entre deux populations et non pas entre classes sociales. Et accessoirement cherchent à les exterminer plutôt qu'à améliorer leur propre situation. J'ai pensé à une vision anti-américaine, avec l'aide qu'ils ont apportée pour reconstruire les institutions japonaises après la Seconde Guerre mondiale,
qui accompagnaient leur contrôle militaire de l'archipel. Mais ça colle pas trop car ça fait depuis longtemps que les Américains ont quitté le sol japonais. Aujourd'hui, ils sont rares à vivre là-bas et ils n'ont pas spécialement la main sur les postes de pouvoir. En tout cas, ce n'est plus du tout un sujet aujourd'hui et ça ne colle pas non plus avec le côté complotiste. Une autre hypothèse qui tourne pas mal dans les commentaires, c'est que ce manga serait en fait anti-colonialiste, avec le côté étranger qui s'installe sur un territoire en apportant leur technologie et occupe des postes de pouvoir. Mais pour le coup, je trouve que ça ne colle pas du tout avec le fait que la majorité de la population reçoive positivement les aliens. Même avec les colons qui utilisaient la propagande pour justifier leurs actions à l'époque, les colonisés n'étaient pas dupes, et voyaient bien qu'ils se faisaient exploiter. Or là, le côté personne ne se rend compte qu'on est exploité à part nous, et la société qui protège les envahisseurs, ça rentre beaucoup plus dans une grille de lecture xénophobe. C'est même carrément un argument utilisé de nos jours par les racistes, qui soutiennent l'idée que l'immigration qui se passe actuellement serait une forme de colonisation. Bref, j'y crois pas, ou alors si c'est le cas, c'est sans doute fait avec une vision anti-immigration. À la rigueur, s'il s'agissait d'un manhwa créé par un Coréen qui parle de la colonisation de leur pays par les Japonais, ça aurait peut-être pu coller, mais c'est pas le cas et il y aurait encore des incohérences. Une hypothèse que je rejette d'emblée, c'est « ça va, c'est juste de la fiction, arrêtez de surinterpréter, pas de politique dans mes mangas ». Alors déjà, sérieusement, c'est fou ce mépris intériorisé envers les mangas à penser qu'ils n'ont aucune signification. Et ensuite, j'y ai déjà répondu dans une ancienne vidéo. J'écarte aussi l'hypothèse de l'auteur incompétent qui aurait mis en place tous ces sous-entendus involontairement. Il y a trop d'indices concordants qui pointent dans la même direction pour que ce soit simplement le hasard ou de la maladresse. En bref, c'est assez compliqué de se faire une idée claire, surtout que ce n'est que le premier chapitre, mais il y a quand même plein d'éléments qui sentent pas bon. Oui, ce manga peut s'inscrire dans une grille de lecture xénophobe, voire raciste, avec pas mal d'éléments sous-entendus qui font penser à des dog whistles d'extrême droite et complotistes. De là à dire que c'est effectivement le cas, il est encore trop tôt pour le dire. On peut laisser le bénéfice du doute encore quelques chapitres avant de se prononcer définitivement. On a déjà eu des mangas accusés de contenir des idées potentiellement fascistes ou racistes, comme l'Attaque des Titans, avec certains éléments assez ambigus mais toujours démentis. Ou encore Frieren, avec sa race de démons intrinsèquement maléfiques, même si là c'est plus pour la blague qu'autre chose. Hein? Keion aussi? Mais pourquoi Keion? Le truc c'est que dans tous ces cas, les éléments suspects sont assez minoritaires dans l'œuvre, et arrivent au fur et à mesure, contrairement à Drama Queen, où là on a énormément d'éléments balancés dès le premier chapitre. C'est surtout cet aspect quantitatif qui a étonné pas mal de lecteurs. Récemment, en 2019, on a aussi déjà eu un manga avec des sous-entendus anti-immigration pas très subtils, publié dans le Shonen Jump, Tokyo Shinobi Squad. Un manga se passant dans un Japon futuriste où tout est parti en couille littéralement depuis que le gouvernement a pris une mesure pro-immigration, amenant désordre et criminalité sur le territoire. Il est passé relativement inaperçu et n'a pas duré très longtemps, avec seulement 3 tomes publiés. Et apparemment son annulation n'a rien à voir avec cet aspect, mais plutôt le fait que c'était pas terrible et pas assez populaire. A l'inverse, Drama Queen, lui, a fait un départ canon, notamment boosté par la polémique autour de ses sous-entendus. C'est même à se demander si c'était pas carrément un coup marketing voulu par l'auteur. Mais là aussi c'est difficile de se prononcer. On n'a d'ailleurs pas d'autres éléments à analyser de lui, car à ce jour il n'a publié que des one-shots pas encore traduits du japonais, même par des amateurs sur internet. Du coup, la seule chose qui reste à faire, c'est d'attendre le prochain chapitre ce dimanche pour peut-être avoir un début de réponse. Rassurez-vous, le manga sera pas annulé parce que quelques personnes l'auraient cancel sur Twitter. Au contraire, ça n'a fait que gonfler son nombre de vues. Et j'ai l'impression que maintenant, ce sont plutôt les gens qui le défendent qui en parlent. Bref, merci d'avoir regardé. Suivez-moi sur Twitch, je fais des lives. Et de nouvelles vidéos arrivent, alors à bientôt.